Si vous me demandez qui est le plus grand catcheur au monde, ma réponse est sans équivoque Shawn Michaels, un lutteur technique, charismatique et surtout polyvalent sur le ring. Comme vous, j'ai dû le découvrir à la fin de son parcours avec la DX jusqu'à son incroyable conclusion à WrestleMania 26 contre l'Undertaker. Aujourd'hui, je vous propose de revenir avec moi dans le passé pour explorer la carrière de Shawn Michaels, un homme qui n'a jamais abandonné son rêve et qui demeure à jamais le véritable meilleur au monde. I will give you a show like you have never, ever seen before. Why? Because I can. Michael Hackenbottom grandit dans une base militaire au Texas et à l'âge de 12 ans, il allume la télévision et découvre le catch, une discipline qui suscite immédiatement sa passion et il sait instantanément qu'il fera de cela son métier. Dès qu'un événement de catch se déroule dans sa ville de San Antonio, il s'y rend pour voir ses idoles telles que Tully Blanchard ou encore Ric Flair. Ensuite, il rentre chez lui et les imite, que ce soit devant son miroir ou en reproduisant leurs prises. Avec le temps, il intègre l'équipe de football américain de son lycée, ce qui contribue à développer sa condition physique pour l'avenir. Après avoir obtenu son diplôme comme tous les Américains, il entre dans la vie étudiante. Cependant, Michaels ne trouve plus de satisfaction dans cette voie. Il rentre chez lui, confronte son père et le supplie de lui donner une chance de faire du catch. Son père accepte et l'emmène voir un homme qu'il connaît et apprécie, un certain José Lothario, qui possède une petite fédération. Après 2 semaines d'entraînement intensif, son maître le juge prêt et l'envoie poursuivre son apprentissage à la Mid-South Wrestling. Et avant de le quitter, il adopte le nom de ring qu'il portera tout au long de sa carrière, Shawn Michaels. Il effectue rapidement ses premiers matchs dans la fédération et impressionne les organisateurs ainsi que le public dès ses débuts dans un ring de catch. 6 mois plus tard seulement, Michaels rejoint la Texas All-Star Wrestling en octobre 1984 à l'âge de 19 ans. Cette fois-ci, c'est une autre organisation télévisée qui lui offre la possibilité de montrer ses talents de catcheur et d'orateur devant les caméras. Pendant son passage dans cette fédération, il remporte les titres par équipe aux côtés de Paul Diamond, puis Shawn plie bagage et part cette fois-ci pour la Central State Wrestling où il rencontre son équipier et d'abord ami, Marty Jannetty. Ils luttent d'abord individuellement avant d'avoir un match tag ensemble, ce qui est une révélation pour les organisateurs ainsi que pour les deux amis. Ils entrent alors dans la course au titre et défoncent The Batem Twins pour remporter le championnat par équipe de la Central State, mais le perdent plus tard contre ses mêmes adversaires. Maintenant majeur, Michaels devient agent libre et fait plusieurs apparitions dans la World Class Championship Wrestling basée à Dallas, Texas durant l'année 1985. Devenu un catcheur accompli, Michaels retourne dans sa ville natale pour récolter les fruits de ses efforts en dollars. Cependant, son ami l'invite à rejoindre l'American Wrestling Association où il lutte et lui propose un contrat qu'il accepte sans hésitation. C'est ainsi que Michaels fait ses débuts au niveau national en 1986 à l'âge de 20 ans et c'est à ce moment que le surnom The Midnight Rockers est donné à ce duo composé de 2 jeunes loups au talent prometteur. Leur association devient légendaire, permettant à l'organisation de se développer et de devenir un événement majeur grâce à ces nouveaux talents qui insufflent une nouvelle dynamique au catch sur le ring. Ils gagnent rapidement en popularité et remportent les championnats par équipe de l'American Wrestling Association. En 1987, c'est la consécration lorsque Pat Patterson les repère par la Vince McMahon et les envoie à New York. Les Rockers signent un contrat avec la World Wrestling Federation, la WWF, avant d'être renvoyés 2 semaines plus tard à cause d'un incident dans un bar. Leur licenciement était injuste, simplement dû au fait qu'ils ne voulaient pas se mêler aux autres superstars de la compagnie, préférant rester seuls car ils ne se sentaient pas appréciés. Ensuite, c'est le début de la descente aux enfers pour Michaels qui vient d'échapper à son rêve ainsi qu'à son destin et commence peu à peu à sombrer dans la drogue. Malgré cela, l'équipe reste populaire et ils reprennent rapidement le chemin des rings en alternant entre différentes fédérations, parvenant à devenir double champion avant de recevoir leur unique et dernière chance à la WWF. Les Rockers sont leur retour dans la compagnie lors d'un house show le 7 juillet 1988. En raison de la volonté du président de la WWF, Vince McMahon, d'avoir des noms de ring exclusifs à sa fédération, leur équipe est simplement renommée The Rockers. Pendant les 2 années qui suivent, l'équipe est ce qu'on appelle une B-Team, une équipe qui n'est pas mise en avant durant les émissions de la compagnie. Ils apportent leur style dynamique dans la fédération, impressionnant les foules et les officiels qui décident enfin de leur donner une chance. Leur première opportunité se présente contre une équipe comprenant Arn Anderson pour leur apporter de la maturité dans le ring. En vue de leur ascension fulgurante, leur première chance au titre leur est donnée en octobre 1990 contre la Hart Foundation dans un 2 out of 3 fall match. Cette opportunité pour les titres survient car Jim Neidhart, le coéquipier de Bret Hart, est en négociation avec la fédération pour résilier son contrat. Cependant, peu après la victoire des Rockers, Neidhart trouve un accord avec la fédération et est réintégré au personnel de la WWF. Cela entraîne le rétablissement des titres pour la Hart Foundation. Bien que le public ne soit pas informé de ce changement, la WWF explique que le résultat original a été annulé en raison d'une corde cassée sur le ring pendant le combat. Une vérité, bien que l'impact n'ait pas été significatif pendant le match, et en fin de compte, Michaels et Jannetty ne remportent jamais un règne en tant que champion par équipe de la WWF. Suite à cela, les deux amis continuent de former une équipe pendant 2 ans encore, mais leur duo commence à vaciller en dehors des caméras en raison de leur dépendance à l'alcool et aux drogues sortant tous les soirs. Le rythme à la WWE ne correspondait pas à celui du circuit indie, entraînant progressivement la ruine de leur carrière. Puis le 12 janvier 1992, lors de l'incident du show télévisé de Brutus the Barber Beefcake, le Barber Shop Talk Show, Michaels frappe Jannetty avec un switch in music et le fait traverser une vitre sur le plateau du show de Beefcake, mettant ainsi fin à leur association de plus de 8 ans. C'est ainsi que le personnage du Heartbreak Kid, Shawn Michaels, voit le jour. Dès ses débuts en solo, il est évident que son charisme naturel et son nouveau rôle de heel le propulsent au rang de superstar majeur. Il est rapidement associé à Sherry Martel, une célèbre manageuse qui a travaillé aux côtés de grandes figures telles que Randy Savage ou Ted DiBiase pour élever leur carrière. Michaels exerce un contrôle sur toutes ses créations et accepte à une seule condition, modifier l'apparence de sa manageuse tout en continuant à susciter une vraie réaction des fans en privilégiant son côté narcissique et hautain vis-à-vis des femmes.
Le pari est gagné car il devient l'un sinon le plus grand heel de la compagnie, ce qui lui permet d'affronter le British Bulldog à Saturday Night Main Event pour le prestigieux titre intercontinental. Après un match d'anthologie qui reste incroyable à regarder même aujourd'hui, il devient pour la première fois de sa carrière champion intercontinental. Entre-temps, il se sépare de Sherry et continue son parcours de champion en faisant partie des catcheurs prometteurs. Il a le privilège d'avoir une modification de titre à son image, arborant 2 styles pour cette ceinture, d'abord une bleue puis une blanche que l'on reverra plus tard après que Cody Rhodes est réintégré autour de sa taille. Malgré cela, Shawn ressent le besoin de plus et veut un garde du corps pour appuyer son personnage. Il découvre un samedi en regardant WCW Saturday Night un grand costaud du nom de Vinny Vegas. Il le prend directement à ses côtés et l'introduit à Monday Night Raw avec son nouveau nom Diesel. Très vite, les deux développent une solide amitié dans la vie réelle et cela se remarque devant les caméras. Cependant, tout bascule lorsque Michaels est suspendu 2 mois pour un résultat positif au test de stéroïdes qu'il nie encore aujourd'hui et son titre intercontinental est rendu vacant. Un nouveau champion est couronné après une bataille royale dans laquelle Razor Ramon devient champion. Michaels revient avec son titre et les deux rivaux s'affrontent dans un match de l'échelle avec les deux ceintures suspendues au-dessus du ring lors de la 10e édition de WrestleMania. Ce match d'anthologie est toujours considéré comme le meilleur à ce jour et que je vous invite également à regarder. Ce match inspire la prochaine génération car grâce aux prises aériennes de Michaels, les Hardys, Edge et Christian ou encore les Dudleys révolutionneront la division par équipe quelques années plus tard avec leur match TLC. Dans une suite logique, HBK et Diesel deviennent les champions par équipe de la WWF à 2 reprises avant que Michaels crée un clan The Clique et y intègre tous ses amis avec qui il a eu des rivalités et avec qui il voyage toute l'année. Son clan est composé de Michaels, Diesel, Razor Ramon, 1, 2, 3, Kid alias X-Pac et un jeune rookie fraîchement débarqué de la WCW, Hunter Hearst Helmsley. Cependant, devant l'écran, la dynamique est tout autre. En parallèle de leur titre de champion par équipe, Diesel est champion intercontinental et doit défendre son titre contre Razor Ramon, le favori du public lors de SummerSlam. Malheureusement, rien ne se déroule comme prévu. Au cours du match, le Heartbreak Kid va coûter la victoire à son ami sans le vouloir en lui portant son Switch in Music permettant à Ramon de récupérer son précieux titre. Diesel pardonne à Michaels et les deux amis participent ensuite au traditionnel Survivor Series match à élimination. Au cours du match, Diesel élimine ses adversaires un par un, il ne reste que Ramon. Michaels lui demande de le laisser et de remettre debout son ennemi afin de lui porter son Switch in Music. Mais l'histoire se répète, Michaels rate sa cible et touche son allié qui se met en colère, forçant Michaels à quitter le ring accompagné par tous les autres équipiers du soir, tentant d'éviter une agression, ce qui cause leur disqualification et la victoire de Ramon devenant le seul survivant. Cet événement met fin à leur alliance et à leur amitié à l'écran et leur titre de champion du monde par équipe est rendu vacant dans les jours qui suivent. 3 jours après, Diesel devient champion du monde poids lourd de la WWF et change d'attitude pour devenir un face. HBK, enragé de voir son ami champion, l'attaque pendant sa défense de titre contre Bret Hart au Royal Rumble et fait interrompre leur affrontement. Plus tard dans la soirée, Michaels participe au Royal Rumble match en entrant en première position et arrive au bout du match pour aller affronter son ancien ami à WrestleMania 11. Sur nos écrans, une réelle tension est mise en place jusqu'à leur match à WrestleMania et en coulisses, c'est un véritable rêve qui se réalise pour les deux amis. Arrivé au pay-per-view après un match exceptionnel, Diesel parvient à venir à bout du showstopper et conserve son titre. Après cette défaite, il parviendra néanmoins à devenir champion intercontinental pour la 3e fois avant de subir une blessure à la tête dans un bar qui sera vendu dans un match comme un mauvais coup reçu par son adversaire, Owen Hart. Il sera évacué en civière et personne ne sera au courant de cette histoire pour couvrir les agissements de Michaels en dehors de la compagnie. Il prend une pause dans le monde de la lutte puis revient au Royal Rumble qui gagne pour la 2e année de suite en entrant à la 18e place pour aller disputer un match de rêve contre Bret Hart lors de WrestleMania 12 avec comme stipulation un Iron Man match d'une durée de 60 minutes. Le jour J, HBK fait une entrée fracassante en descendant une tyrolienne pour rejoindre le ring, suivi de Bret Hart et au bout d'1 heure de combat considéré encore aujourd'hui comme le meilleur de tous les temps, Michaels devient champion de la compagnie pour la première fois de sa carrière à la WWF. Un rêve d'enfance devenu réalité après plus de 10 ans dans cette fédération. Vince McMahon et les officiels ont su lui faire confiance et en font désormais la tête d'affiche. Un soir de mai 1996, lors d'un live event au Madison Square Garden, les membres de la clique s'affrontent et brisent le kayfabe dans un incident sans scénario appelé le Curtain Call qui a des ramifications profondes pour la WWF. Les 4 amis se disent au revoir car Razor Ramon et Diesel quittent la compagnie pour rejoindre la compagnie rivale en pleine croissance, la WCW, afin de former le clan de la NWO. Cet acte est perçu comme une forme de trahison par les fans, rendant le geste incompréhensible à leurs yeux. Malheureusement, Triple H prend tout sur ses épaules pour leur agissement car ses amis partent chez la concurrence et Michaels est champion devant assurer en tant que top star pour battre les ratings de la WCW. Ce qui aura comme conséquence de lui faire perdre le King of the Ring qui devait être remporté initialement par lui pour à la place comme punition pusher Stone Cold Steve Austin. Même si cette période est très compliquée pour le Heartbreak Kid, il assure et permet à la fédération de rester au sommet, ce qui aurait pu être le contraire sans lui. Il perd son titre au Survivor Series 1996 avant de le retrouver devant son public au Royal Rumble à San Antonio au Texas. Cependant, lors du Raw du 13 février 1997, il rend le titre vacant en raison d'une blessure au genou qu'il traîne depuis plus d'1 an et n'est pas sûr de pouvoir catcher de nouveau un jour. Ce soir-là, il livre un discours émouvant symbolisant son départ où il déclare avoir perdu son sourire. Il fait son retour seulement 3 mois plus tard à s'associer avec Steve Austin et ils deviennent champions par équipe de la compagnie en battant British Bulldog et Owen Hart mais perdent leur titre en raison d'une nouvelle blessure de Michaels. À SummerSlam, il est l'arbitre spécial du match entre Bret Hart et The Undertaker, lors duquel il frappe l'Undertaker avec une chaise alors qu'il visait Bret Hart, ce qui donne la victoire au Hitman et relance leur rivalité plus tard. Le Deadman provoque alors HBK lors de Bad Blood dans le tout premier Hell in a Cell match de l'histoire, un match sanglant que HBK remporte après l'intervention de Kane qui fait son incroyable début au sein de la compagnie.
Parallèlement à cela, Michaels a fait revenir son meilleur ami quelques mois plus tôt sur le devant de la scène pour évoluer à ses côtés. Hunter Hearst Helmsley, devenu désormais Triple H, s'associe avec HBK China et Rick Rude pour former l'une des meilleures équipes de tous les temps, des Générations X. Véritable phénomène, ils deviennent des figures emblématiques de Monday Night Raw et le véritable cauchemar de Vince McMahon. Cependant, Michaels, devenu entre-temps champion européen, est toujours en guerre contre son rival de toujours Bret Hart, qui porte à sa taille la ceinture de la compagnie. Leur affrontement est fixé pour Survivor Series, la ceinture en jeu dans le pays natal de Bret Hart au Canada, mais ce soir-là, rien ne se passe comme prévu car Michaels s'est impliqué dans l'un des scénarios de match les plus controversés de l'histoire. Bret, dont le contrat le liant à la WWF se termine bientôt et alors champion de la compagnie, a un droit de veto sur ces scénarios. Il prévoit de rejoindre la WCW, la principale fédération concurrente, toutefois il est convenu entre Vince McMahon et Bret que ce dernier conserve son titre au Survivor Series, car les deux catcheurs se détestent à l'époque, se sont déjà battus dans les vestiaires, et Hart souhaite faire une dernière apparition triomphale devant son public au Canada. En échange, Hart s'engage à quitter la compagnie sans la ceinture qu'il devait abandonner avant le début de son contrat avec la WCW. Vince, qui a auparavant vu la catcheuse Alundra Blaze partir à la WCW avec le championnat féminin de la WWF et qui a jeté la ceinture dans une poubelle lors d'une diffusion de Monday Night Raw, décide au dernier moment de modifier le booking qui prévoyait une intervention de la Hart Foundation et la DX provoquant une disqualification. C'est ainsi que l'arbitre du match, Earl Hebner, accorde la victoire par soumission à Michaels alors que Bret n'a pas abandonné bien qu'étant pris au piège de son propre sharpshooter. Michaels joue l'homme choqué et furieux pour ne pas paraître complice devant les caméras avant de repartir honteux dans les vestiaires tandis que Vince se prendra un magnifique molar mérité par le natif canadien. Le public est rendu furieux par cela et Bret Hart humilié coupe les ponts avec la WWF. Cet incident est connu comme le Montreal Screwjob, c'est-à-dire la crasse de Montréal. Michaels s'est mis dans une position dangereuse cette soirée-là et est resté professionnel vis-à-vis de la compagnie, contrairement à Bret Hart qui a tout fracassé dans l'arène avant de quitter les lieux et n'acceptera aucune excuse de la part de HBK malgré qu'il ait suivi simplement les ordres de leur patron pendant très longtemps avant de finalement faire la paix et de devenir bons amis. Toutes les grandes stars de l'époque se retirent pour rejoindre la concurrence, non pas pour un salaire plus élevé mais pour un meilleur contrôle narratif sur leurs personnages. En tant que tête d'affiche et nouveau visage de la fédération, HBK détient ce pouvoir décisionnaire reléguant les autres lutteurs de la compagnie au second plan. Ils cherchent à se renouveler ailleurs pour éviter de sombrer dans l'anonymat. Cette trahison leur jouera des tours par la suite dans leur carrière, surtout avec le rachat de la WCW par la WWF. Au pay-per-view suivant, Michaels défend son titre de la WWF contre l'Undertaker dans un casquette match, un type de match où le but est d'enfermer son adversaire dans un cercueil. Cependant, durant le match, le pire survient pour le Heartbreak Kid qui passe par-dessus la troisième corde atterrissant sur le cercueil avec le bas de son dos, provoquant ainsi une double hernie discale. Cette blessure vient définitivement s'ajouter aux autres douleurs causées par ses matchs quotidiens depuis le début de la WCW. Avec le départ de Bret Hart de la fédération, Steve Austin devient la deuxième superstar la plus populaire du roster et remporte le Royal Rumble match de 1998 pour affronter Michaels à WrestleMania 14. Shawn n'est clairement pas en état de défendre son titre, mais en tant que showstopper passionné, il reste dans la course jusqu'à WrestleMania. Cependant, pour parvenir à ce rendez-vous avec ses douleurs, il augmente considérablement sa consommation de drogue et d'alcool, ce qui le pousse totalement à la dérive, le faisant parfois manquer des shows ou même être ivre-mort en coulisses. Arrivé au plus grand show de l'année, Michaels est accompagné de son clan ainsi que de Mike Tyson qui est présent depuis le début de la storyline et agit en tant que force spéciale entre les deux rivaux. Finalement, pendant le match, Tyson trahit Michaels en le frappant dans le dos de l'arbitre, favorisant ainsi Austin qui remporte la victoire et devient pour la première fois WWF champion. Cela marque également le début de l'ère Austin et le commencement de l'Attitude Era. Après ce combat douloureux, Shawn Michaels salue ses amis, adresse un salut à la foule et quitte l'arène, marquant ainsi son départ du monde du catch pour soigner ses blessures, croyant que c'était la dernière fois qu'il remonterait sur un ring. Pendant sa convalescence, Shawn augmente sa consommation de drogue et d'alcool pour noyer son chagrin et ses douleurs. Il remarque alors une Nitro Girl, une danseuse faisant partie du show concurrent de la WCW. Ils se rencontrent et c'est le coup de foudre mutuel. Ils se marient à Las Vegas, puis HBK apprend que leur premier bébé est en route et il a désormais 9 mois pour redevenir clean, une décision qu'il ne prendra pas immédiatement. Il maintient cet état jusqu'à la deuxième année de son fils, date à laquelle il découvre la religion et devient clean du jour au lendemain. Je vous invite à regarder ma vidéo sur la rivalité entre lui et son meilleur ami Triple H, même si je vais en parler juste après, où je développe entièrement et en détail cette période de déviance jusqu'à son retour en 2002. Avant de découvrir la religion alors que son état empire, Michaels continue à faire des apparitions télévisées à la WWF sans pour autant lutter. Le 23 novembre 1998, il remplace Sergeant Slaughter en tant que commissaire de la WWF et rejoint ainsi la corporation de Vince McMahon en tant que heel. Plus tard, entre 1998 et 1999, Michaels fait des apparitions régulières à Raw où il programme des matchs, abuse de son autorité et décide parfois de l'issue des combats. Il abandonne ensuite son rôle au profit de Mick Foley, redevenant face pour arbitrer l'Iron Match entre The Rock et Triple H Judgment Day 2000 avant de disparaître pour les prochaines années. Durant cette période, HBK et Triple H ne sont plus du tout amis. C'est à ce moment-là qu'il découvre la religion, se sobre et remercie The Game de l'avoir aidé et soutenu durant son voyage à travers l'addiction chaque soir passé ensemble. Michaels revient en 2002 après plus de 5 ans sans catcher en entrant dans la New World Order, la NWO menée par Kevin Nash qui ne dure que très peu de temps. Ensuite, il reforme la DX avant que Triple H le trahisse et que les deux amis s'affrontent à SummerSlam, prévu comme le match d'adieu du Heartbreak Kid, mais qui ne l'est pas car il semble n'avoir rien perdu et décide de poursuivre sa carrière progressivement. Il participe au premier match Elimination Chamber de l'histoire au Madison Square Garden, remportant la victoire sur Triple H pour devenir le nouveau champion du monde poids lourd de la fédération sous une ovation monumentale.
C'est à ce moment-là que Shawn Michaels entame le meilleur run de sa vie jusqu'à la fin de sa carrière. Triple H veut absolument récupérer son titre des mains de son ami et HBK lui cède le titre lors de Armageddon où Triple H remporte un Free Stage of Hell match composé de 3 combats, un Street Fight match, un match en cage et un ladder match. N'hésitez pas à regarder ces matchs, c'est obligatoire, je le répète, n'hésitez pas à voir ma vidéo sur leur rivalité exceptionnelle où je reviens en détail sur leur affrontement devant et derrière les caméras. Il entame alors une rivalité avec Chris Jericho et le 13 janvier 2003, Jericho remporte un Over the Top Rope match dont le but est de faire tomber ses adversaires du ring après qu'ils sont passés par-dessus la 3ème corde pour choisir son numéro d'entrée au Royal Rumble 2003 face à Kane, Rob Van Dam et Batista. Il opte alors pour le numéro 2, commençant ainsi le match aux côtés de Michaels qui a le numéro 1. Lors du Royal Rumble avec l'aide de Christian, Jericho élimine HBK, leur rivalité s'intensifie ensuite, les menant à s'affronter à WrestleMania 19 dans un match historique et très émotionnel pour Chris Jericho qui a grandi en tant que fan absolu de HBK. Durant le match, Jericho joue avec les gestes de HBK imitant chaque mouvement de Mr. WrestleMania. C'est comme si Michaels se battait contre lui-même, créant une ambiance magique. Michaels finit par remporter la victoire contre Jericho. Après le match, il serre la main de Jericho, le prend dans ses bras pour finalement être trahi par ce dernier qui lui assène un coup de pied dans l'entrejambe. Ce match est également l'un des meilleurs de l'histoire, un véritable classique à ne pas manquer. Par la suite, Michaels reprend sa rivalité contre Triple H pour le titre poids lourd. Après quelques affrontements tout aussi exceptionnels, le Heartbreaker ne retrouvera jamais l'or d'un titre majeur à sa taille. Cependant, il assume désormais un nouveau rôle en mettant en avant les jeunes superstars comme il a pu le faire avec Jericho et en offrant des storylines ainsi que des matchs exceptionnels pour le reste de sa carrière. Dans sa liste de grands catcheurs à affronter figure Hulk Hogan qui entame son dernier parcours au sein de la compagnie. Leur rencontre est prévue lors du SummerSlam 2005, offrant ainsi un spectacle entre deux légendes. Sur la route de cet affrontement, Michaels est contraint de jouer le rôle de heel, même contre sa volonté. Il arrive à sublimer la rivalité avec ses différentes promos excentriques visant à ridiculiser Hogan. Finalement, Hogan remporte la victoire dans un esprit de respect mutuel. Suite à cela, Shawn entre en rivalité avec le patron de la compagnie Vince McMahon en raison d'un commentaire très critique sur le DVD retraçant la carrière de Bret Hart. Michaels intervient pour défendre Hart, provoquant la colère du président qui le menace en rappelant le Montreal Screwjob comme mentionné précédemment dans la vidéo. Leur feud se prolonge jusqu'à leur affrontement à WrestleMania dans un No Holds Barred match à WrestleMania 22. En coulisses, l'inquiétude règne en raison de l'âge de Vince McMahon, à l'époque soit 62 ans, mais Vince, toujours avide de divertissement, subit les mêmes sévices que ses employés. Des coups de chaise, une traversée de la table des commentateurs et le moment culminant du match, la descente du coude de Michaels du haut d'une échelle imposante suivie de son switching music pour remporter le combat. Un match époustouflant où Vince subit du début à la fin peut être transporté en civière, faisant un doigt d'honneur en référence, je suppose, à Tupac après la fusillade qu'il a subie à New York. La rivalité persiste ensuite car dès le lendemain, Vince déclare que son adversaire a été aidé par Dieu pour remporter le match et cela nous mène à l'un des matchs les plus lunaires jamais vus à la WWE, Shawn Michaels et Dieu contre le Sherman et son fils Shane McMahon à Backlash. Le match est incroyable et hilarant, notamment avec l'entrée de Dieu suivi de l'éclairage jusqu'à son arrivée sur le ring et Michaels qui fait le tag. Vince et Shane sont incroyables dans leur comédie, mais finalement Vince McMahon en tant que patron légitime remporte le match tag avec l'aide du Spirit Squad qui explose HBK à travers une table. Peu de temps après, Triple H s'allie de nouveau avec son ami pour reformer la DX et là, mesdames et messieurs, c'est une masterclass semaine après semaine. Match après match, ils sont encore plus fous qu'avant et n'ont rien perdu de leur innovation. La guerre est déclarée entre Vince McMahon et la DX, le point culminant de leur rivalité survient à Unforgiven où la DX l'emporte face à Vince McMahon, Shane McMahon et le Big Show dans un match à handicap dans un Hell in a Cell incroyable. Ensuite, la DX se lance dans une rivalité contre la Rated RKO et s'affronte à New York's Revolution pour les titres par équipe. Malheureusement, le match se termine en no contest après la blessure au genou de Triple H qui le met au repos pour plusieurs mois. Les plans initiaux étaient que Triple H aille affronter John Cena en main event pour le titre mondial de la compagnie, mais en raison de cette blessure, Shawn prend sa place après avoir remporté un match à handicap face à Edge et Randy Orton 8 jours plus tard. Une nouvelle storyline commence, offrant à Shawn l'occasion de retrouver les chemins des main events qui ont fait de lui une légende. Le lendemain du Royal Rumble, Michaels et Cena remportent les championnats du monde par équipe face à la Rated RKO. Puis, lors de No Way Out, il gagne un match sans enjeu face à l'Undertaker, vainqueur du Royal Rumble, et à Batista, alors champion du monde poids lourd. Les champions tag sortent victorieux de ce match marqué par la trahison de l'animal sur le Deadman. À WrestleMania 23, les partenaires se retrouvent sur le ring et le match peut commencer. C'est ce qu'on appelle un choc des générations, mais malheureusement pour HBK, Super Cena conserve et peut ajouter Mr. WrestleMania à sa liste de trophées. Enragé par sa défaite la veille, Shawn leur fait perdre les titres en expulsant Cena par-dessus la 3ème corde lors d'une bataille royale par équipe. Il aura une nouvelle chance pour le titre dans un Fatal 4-Way match exceptionnel à Backlash avec Edge, Randy Orton et John Cena qui conserve son titre, évidemment. Et peu de temps après, il prendra une courte pause pour soigner son genou. Michaels fait son retour 5 mois plus tard et entame diverses rivalités avant de vivre l'une de ses meilleures au sein de la compagnie, le match contre Ric Flair pour mettre un terme à la carrière de ce dernier lors de WrestleMania 24. Vous connaissez ces deux légendes, ce sera un match génial tant dans le catch que dans le storytelling avec le I Love You de Shawn avant de porter son switching music et de mettre fin à la carrière du Nature Boy. Peu de temps après, Michaels exprime ses sentiments pour Ric Flair mais il est interrompu par Batista qui l'accuse d'être égoïste et estime qu'il aurait dû laisser gagner son mentor. Apparemment mécontent, Shawn intervient dans le match sans disqualification entre l'Undertaker et Batista pour le championnat du monde poids lourd détenu par le Deadman. Il porte un switching music permettant ainsi à l'Undertaker de conserver son titre.
Cela conduit à un affrontement entre Batista et Michaels à Backlash, arbitré par Chris Jericho que le Heartbreak Kid remporte. S'ensuit l'une des meilleures rivalités pour Shawn Michaels et la WWE contre Y2J et Chris Jericho. Shawn simule une blessure à la jambe gauche à la suite de ce match et le lendemain, Chris Jericho lui offre de manière ironique l'Oscar du meilleur acteur pour sa fausse blessure. Cette moquerie crée une rivalité entre les deux hommes donnant lieu à 2 matchs. Le premier à Judgment Day remporté par Michaels qui voit les deux hommes se serrer la main après le match. Le second match a lieu le 26 mai et les deux hommes sont comptés à l'extérieur. Entre-temps, Batista obtient le droit d'affronter Michaels à One Night Stand après sa victoire face à Jericho. Ce stretcher match est remporté par Batista. À Raw, Jericho interview Shawn et après avoir fait l'éloge de celui qu'il décrit comme son mentor, il l'attaque en l'explosant face la première sur la télévision placée derrière eux avant de quitter le ring. À Night of Champions, il intervient dans le match entre Chris Jericho et Kofi Kingston pour le championnat intercontinental et permet à Kofi Kingston de l'emporter. Jericho et Michaels se font face à The Great American Bash, mais Michaels jugé incapable de continuer le match par l'arbitre après avoir reçu un coup de coude de Jericho dans l'œil qui saigne alors abondamment et déclaré perdant. Ce match sanglant est connu pour être le clap de fin de la WWE en version TV 14 et le début de la WWE en version TV PG qui donnera naissance à la PG Era. À SummerSlam, Shawn Michaels, accompagné par sa femme Rebecca, annonce qu'il arrête sa carrière, mais la rivalité repart entre lui et Chris Jericho après que ce dernier frappe accidentellement Rebecca. Michaels annonce plus tard qu'il ne suivra pas les conseils des médecins pour sa blessure et qu'il veut défier Jericho dans un match sans conséquence à Uniforgiven, combat que Y2J accepte. Michaels triomphe de Chris Jericho à Uniforgiven, mais ce dernier remporte plus tard dans la soirée le championnat du monde poids lourd dans un scramble match après la perte du titre par CM Punk plus tôt dans la soirée, attaqué par Randy Orton comme je l'ai décrit dans ma vidéo sur la carrière de CM Punk. On sait que Punk a perdu son titre en raison des choix de Vince qui voulait intégrer le titre à la storyline qui n'était pas nécessairement utile, soyons honnêtes. Finalement, les deux rivaux s'affrontent à No Mercy dans un ladder match pour le championnat poids lourd. 13 ans après son dernier ladder match face à Razor Ramon pour le titre intercontinental, HBK remet à l'honneur cette stipulation qu'il a révolutionnée et mise sur la carte. Après une guerre sans merci et une aide du regretté Lance Cade que Michaels a entraîné pendant sa pause de 5 ans, Jericho parvient à conserver son titre, mettant ainsi un terme à cette belle rivalité qui met en lumière que l'élève a désormais dépassé le maître. Personnellement, j'aurais aimé voir Shawn vainqueur car il le méritait complètement et n'avait pas remporté de titre majeur depuis 2002, donc j'aurais vraiment aimé qu'il obtienne au moins une dernière fois pour mettre en avant d'autres superstars par son talent. Après sa défaite, il demeure lié à Chris Jericho qui s'associe à JBL pour nuire à Shawn Michaels. Peu à peu, Jericho suit sa propre voie, permettant à JBL et HBK d'entamer une fois de plus l'une des meilleures feutes du catch en termes de storytelling. Dans leur rivalité, Shawn perd beaucoup d'argent et est contraint de devenir l'employé de JBL pour assurer son gagne-pain et l'aider à devenir aspirant numéro 1 au titre de John Cena afin de le battre au Royal Rumble et de main eventer WrestleMania en tant que champion. Shawn se qualifie d'abord pour le Fatal 4-Way match visant à désigner le nouvel aspirant au titre et intervient dans le match de JBL contre Rey Mysterio pour assurer la victoire de son nouvel employeur. Chose faite, ils participeront tous les deux au match. La semaine suivante, il prend part au Fatal 4-Way match à élimination, éliminant Randy Orton et Chris Jericho, puis se laissant éliminer par JBL qui devient officiellement le nouveau challenger de John Cena au Royal Rumble. Lors du pay-per-view, il accompagne JBL pour son match de championnat et pendant le combat assène un switch in music sur les deux hommes avant de quitter le ring. Malgré cette aide en quelque sorte, Cena parvient à venir à bout de JBL. Le lendemain, JBL explose et offre une dernière chance à Shawn de prouver sa valeur en le représentant face à Cena pour participer à l'Elimination Chamber match à No Way Out afin d'obtenir une chance au titre. Malheureusement, Michaels subit une défaite, ce qui amène à une confrontation entre Michaels et son bourreau la semaine suivante en vue de s'entendre sur un match à No Way Out. Si HBK perd, il restera jamais aux côtés de JBL, ne possédera plus rien. Mais si Shawn gagne, il sera payé pour tout ce qui lui est dû et pourrait retrouver la liberté, all or nothing. Et comme vous en doutez, c'est le Heartbreak Kid, le showstopper, décroche la victoire et retrouve sa liberté. C'était une rivalité vraiment intense émotionnellement qui a montré une autre facette de Shawn dans son rôle d'acteur. À la suite de cette défaite à No Way Out, JBL souhaitait affronter l'Undertaker à WrestleMania 25 pour mettre fin à sa série d'invincibilité lors de cet événement, mais il est interrompu par Michaels qui défie son rival la semaine suivante pour un match afin de déterminer lequel des deux affrontera le Deathmatch. La général manager de SmackDown, Vickie Hero, décide que le vainqueur devra affronter Vladimir Kozlov, qui est encore invaincu à la WWE, et que le vainqueur de ce dernier match aura le droit d'affronter l'Undertaker. Michaels parvient à l'emporter face à JBL puis face à Kozlov. Le Deadman accepte le défi et la route pour WrestleMania est lancée pour les deux hommes, et la suite vous la connaissez, Michaels prendra le pin et entrera dans le panthéon des légendes déchues par le Phenom. J'en ai fait une vidéo complète que je vous mets dans la description qui retrace en détail leur rivalité jusqu'à leurs 2 rencontres consécutives à WrestleMania. Après sa première défaite, Shawn prend une pause pour soigner une nouvelle fois son genou avant de revenir sur nos écrans le 10 août. Il semble avoir changé de voie, devenant cuisinier dans une cafétéria. Son ami Triple H, alors en rivalité avec la legacy de son ancien poulain Randy Orton, vient au Texas demander de l'aide pour venir à bout de ses rivaux à SummerSlam en reformant la DX. 6 jours plus tard, à SummerSlam, D-Génération X remporte leur match face à la Legacy. Le lendemain, la DX organise une fête pour l'anniversaire de Vince McMahon et la Legacy les interrompt. Cela conduit la DX et McMahon à affronter la Legacy dans un match par équipe sans disqualification que DX et McMahon remportent. Le match revanche a lieu à Breaking Point dans un Submission Count Anywhere match remporté cette fois par la Legacy lors d'un pay-per-view mémorable. Les deux équipes s'affrontent à nouveau à Hell in a Cell dans un Tornado Tag Team Hell in a Cell match remporté par la DX. Incroyable, foncez le voir.
Les deux membres de la DX obtiennent un match pour le championnat de la compagnie face à John Cena au Survivor Series dans un super fait match. Dans un début de match qui a surpris tout le monde, notamment John Cena, Shawn Michaels revient à ses classiques et explose la mâchoire de son ami dès les premières secondes du combat. Malheureusement, la victoire lui échappe de nouveau car Cena parvient à conserver son titre. Encore. L'équipe entre ensuite en rivalité avec les champions par équipe unifiée de la WWE, l'équipe Jericho, composée du Big Show et de Chris Jericho. La DX met fin au règne de champion de Jericho, remportant les titres à TLC dans un TLC Tornado Tag Team Match, le premier de l'histoire. Les meilleurs amis deviennent ainsi champions par équipe pour la première fois ensemble chez lui au Texas, et ces titres seront les derniers qu'il portera autour de sa taille. Le lendemain au Slammy Awards, Michael remporte pour la deuxième année consécutive le Slammy Award du match de l'année 2009 pour son match contre l'Undertaker à WrestleMania 25 l'année précédente. Pendant son discours de récompense, il annonce vouloir sa revanche contre l'Undertaker lors de WrestleMania 26. Déterminé à prendre sa revanche face aux Deadmen, Michaels participe au Royal Rumble match dans le but de le remporter et d'obtenir un match contre l'Undertaker à WrestleMania 26, ce dernier étant le champion du monde poids lourd. Entrant en 18ème position, Michaels finit par se faire éliminer en 27ème position par Batista et bouleversé par cette défaite, Michaels fait perdre les championnats par équipe unifiée dans un Superfet Elimination Tag Team Match face à la Strategy Society et Showmiz. Après leur défaite en fin de soirée, Michaels implore Teddy Long de le transférer à SmackDown et d'intégrer l'Elimination Chamber match afin d'avoir une chance en cas de victoire d'affronter de nouveau le Deadman à WrestleMania, mais vous en doutez bien que la réponse est un non. Lors d'Elimination Chamber, Michaels intervient pendant le match pour le championnat du monde poids lourd, coûtant ainsi le titre à l'Undertaker. Shawn explique son acte afin de pouvoir affronter une nouvelle fois le Deadman à WrestleMania, ce dernier finit par accepter le défi à la seule condition que Michaels mette sa carrière en jeu durant ce match, condition qu'il accepte. Michaels affronte donc l'Undertaker dans le main event de WrestleMania 26 dans un match sans disqualification et au terme de 25 minutes de pure folie, l'Undertaker porte son tombstone sur Michaels suivi du compte de 3 par l'arbitre, mettant fin à la carrière du Heartbreaky de la plus belle des manières. Le showstopper est salué par le Deadman puis fait ses adieux à la foule sous une énorme ovation avant de quitter l'arène. Le lendemain, il remercie entre autres l'Undertaker, Triple H, Vince McMahon, Bret Hart, ses proches et les fans avant de saluer une dernière fois la foule et de quitter définitivement la WWE après 25 ans de carrière. Il part avec Triple H qui pose à terre 2 bâtons phosphorescents verts en croix faisant référence à la DX et conclut sur ces mots qu'il utilisait souvent dans les années 1990, The Heartbreak Kid has left the building. Michaels fait ensuite diverses apparitions, notamment dans la rivalité entre l'Undertaker et Triple H aux 2 WrestleMania suivants, jusqu'à devenir arbitre spécial de leur dernier affrontement. Je vous invite également à voir ma vidéo qui retrace en détail la rivalité entre l'Undertaker et Triple H, lien en description. En 2018 survient une catastrophe, un souvenir que je préfère oublier, le retour de Shawn Michaels sur le ring. Triple H est alors de nouveau en rivalité avec l'Undertaker et ils s'affrontent à Super Showdown. The Game sort victorieux de cet affrontement, mais le Phenom accompagné de Kane qui était venu aux abords du ring effectue un heel turn en attaquant HBK et Triple H. Résultat, la DX se reforme et les Bowser of Destruction également pour s'affronter une unique fois à Crown Jewel. Évidemment, comme vous en doutez bien, le show n'est pas bien accueilli étant donné son contexte et qu'on n'a pas besoin de le rappeler, et surtout le fait que Michaels ne fasse pas son retour entre guillemets en Amérique. En définitive, malheureusement, le match est catastrophique avec des loupés de partout et des blessures pour nos vieilles légendes. Nos 2 meilleurs amis sortent victorieux, mais dans un match horrible que nous devons tous oublier de notre mémoire de fans. Après cette dernière apparition, Triple H dirige la nouvelle branche d'NXT depuis quelques années maintenant. Nous sommes tous reconnaissants de son travail impeccable, mais malheureusement un incident personnel survient en 2022 nécessitant une absence de son poste de directeur créatif de la compagnie. Shawn Michaels s'est alors appelé pour prendre le relais de la création en attendant que son bras droit se rétablisse et fait également un travail extraordinaire. En conséquence, au retour de Triple H, les deux restent à la tête du côté créatif avant que Michaels n'obtienne la direction totale en raison de l'évolution de The Game qui assume désormais la gestion du booking des shows principaux. Michaels a trouvé un nouveau poste derrière les caméras, s'y sent bien et nous rend heureux chaque semaine avec des shows de qualité. Shawn Michaels incarne l'essence même de la lutte avec un charisme extraordinaire que ce soit au micro ou sur le ring, offrant des matchs innovants et inégalés. Il est un travailleur acharné, surpassant toutes les attentes et surtout il demeure le meilleur qui n'ait jamais existé. En tant que grand champion, Shawn Michaels a su briller au moment opportun en assurant l'immense charge posée sur ses épaules. Sa deuxième chance, il l'a saisie de la plus belle des manières, amorçant ainsi le run de sa vie. Devenu l'homme le plus détesté de l'entreprise tant en tant que personnage que dans la réalité, Shawn a pris un congé sabbatique de 4 ans pour guérir. À son retour, il a atteint un niveau bien supérieur à celui qu'il avait quitté. L'homme qui est devenu Shawn Michaels après son retour représente véritablement sa plus grande réussite. Il dépasse tous ses titres, ses combats, ses WrestleMania, toutes ses distinctions et même le statut de meilleur de tous les temps. Peu importe qu'il soit champion, peu importe qu'il gagne ou perde, la seule chose qui compte est que le match de Shawn Michaels reste gravé dans les mémoires de chaque show. Nous avons eu de nombreux champions, d'immenses champions, mais il n'y a qu'un seul showstopper et son nom est Shawn Michaels. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça me ferait extrêmement plaisir pour l'avenir de la chaîne. Je vous remercie à tous d'avoir regardé et je vous remercie pour tous les commentaires des dernières vidéos, ça fait extrêmement plaisir pour la suite. Je vous remercie et on se dit à la prochaine pour une nouvelle histoire, salut à tous.